Bonjour Éric Boschman. Bonjour. Bienvenue dans l'album, deuxième édition. Après quelques années, on est très heureux de vous retrouver parce que dans quelques temps, vous êtes de passage dans la région. Ce sera le 22 mars au Centre culturel de Welkenrath. Oui. Ça va saigner? Ça va saigner. Ça saigne. Ça saigne. Ça saigne. C'est votre nouveau spectacle. Alors Oui. comment le présenter en quelques mots? Ça va saigner, c'est un constat. C'est quoi que l'on fasse, on est coincé par l'industrie agroalimentaire. C'est assez marrant parce que c'est pas un spectacle opportuniste. C'est un spectacle qui tourne déjà depuis 1 an et demi. J'écris pas mes spectacles. J'ai une particularité, c'est que j'établis un fil rouge. Oui. Et puis à partir de là, ça peut être variable. Il y a un peu d'impro alors, un peu beaucoup ou... Il y a beaucoup d'impro. Beaucoup d'impro, ouais. oui, mais enfin souvent l'impro c'est parce qu'il y a beaucoup de préparation avant, non? Un peu. Et puis parce qu'il y a plein de choses à raconter. Oui. Et qu'en fonction un peu des réactions de la salle, etc., j'agis. Mais alors je ne commence pas du tout en parlant de ça, je commence en... Enfin, je peux tout raconter, oui. Je commence en faisant un truc assez politique, un peu violent, qui dure 5 minutes maximum, et puis on balance le générique, et puis je parle de mes parents. Ok. C'est aussi un hommage à mes parents. Quand j'ai créé le spectacle, ma mère était malade, et depuis lors, la maladie a gagné. Et ça a été un peu bizarre pour moi de jouer, parce que je termine avec une conversation que j'ai avec ma mère, à propos des sandwichs mous pour son enterrement. Et qui est une vraie conversation que j'ai eue avec elle. Alors bon, j'arrondis un peu les angles, je la rends un peu plus drôle, mais qui est une vraie conversation que j'ai eue avec elle. Donc à un moment, ça a été un peu compliqué à jouer. J'imagine. Et en même temps, je trouve que c'est un hommage. Je me suis rendu compte à travers la maladie que je lui devais énormément, beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai tendance à dire nous, parce que mon frère et moi, on a constaté la même chose. Et donc ce spectacle, c'est un petit morceau de moi, et un petit morceau aussi de cette situation par rapport à l'agroalimentaire, parce que nous sommes, mon frère et moi, descendants de nos parents dans nos métiers aussi, dans la restauration, dans ce que je fais moi au niveau de la bouffe, etc. J'ai pas envie de faire du Jean-Pierre Coff, parce que Jean-Pierre Coff, c'est Jean-Pierre Coff. Mais c'est un peu l'idée, il y a un truc, c'est de dire que quand on mange un chicon au gratin, on se dit oh, je vais chercher le chicon chez le voisin qui fait ses chicons pleine terre, et puis on achète du jambon pré-tranché embarqué en plastique. Donc c'est pas la peine, je veux dire, c'est autant acheter du jambon tout fait, enfin du chicon tout fait, c'est pas la peine de s'emmerder, parce que de toute façon, le jambon pré-tranché embarqué en plastique vient tout foutre en l'air, puisqu'il est gavé de sel nitrité, de cochonneries. Et ça tombe à point pour l'instant, parce qu'avec la crise agricole que l'on connaît... On est dedans, oui, effectivement. Soudainement, on a redécouvert les magasins de proximité. Ça, c'est un truc qui me fait hurler de rire. Pendant le Covid, on est allé faire des courses dans les fermes et tout le monde a trouvé ça génial. Et puis maintenant, c'est difficile, on n'a pas le temps, hein, comprenez bien. Et donc, je charrie un peu là-dessus aussi. Et vous pointez, on va voir un petit extrait, par exemple, les travers de notre époque. Vous dites, je suis devenu flexitarien à votre manière. Hein, on va voir ça directement. Je suis flexitarien. Ça veut dire que je mange de l'herbe entre les repas. Parfois. On m'en prête un pour les photos. Mais je n'ai pas de vélo, je vous jure, je ne collabore pas. Et je ne fais pas de sport non plus. Hein. Ça, c'est que les choses soient bien claires. Chacun sa merde. Et aussi, je mange de la viande assez régulièrement. Jamais de quinoa germé. Il m'arrive même de boire du vin avec plaisir. Et la bière sans alcool, j'en ai bu une hier, cette année-ci. Il m'arrive de fumer le cigare aussi, c'est mal. Et j'ai même un ami chasseur. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Alors, je disais à votre manière, mais c'est une manière aussi, une façon aussi justement de pointer les travers de notre époque et toutes les contradictions que nous avons tous. Quoi. Et puis ce verbiage un peu crétin, ça a commencé il y a longtemps, je dirais. On a transformé la femme de ménage en technicienne de surface, et ça paraît très con de le dire, mais en même temps, est-ce que changer le mot change la fonction? On peut avoir autant de respect
pour l'un que pour l'autre. Je pense que c'est ça qui est important, c'est le respect et c'est le respect des gens. Oui. C'est pas la peine de les habiller avec des noms que personne ne comprend. Oui, c'est très artificiel et c'est une manière d'évacuer les questions. Tout à fait. Les vraies questions. Ouais, tout à fait. Bon, on va plonger dans vos photos. Ouais. On va redécouvrir votre album au travers d'une série de photos. On commence par une première série de 3. On va parler de quoi d'abord ici? Mais là, dans les sujets que je vous ai proposés, je parlais d'engagement. Oui. J'aime pas trop en parler, et en même temps c'est important parce que, enfin, je vais vous expliquer, mais je trouve que quand on a un peu de notoriété, à mon âge, c'est plus pour rentrer en boîte de nuit, ça va, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc pour moi ça me semble normal de me mettre au service de causes qui me dépassent. Être utile, c'est ça, d'une Oui, certaine manière. Voilà. d'une certaine manière. Ouais. Et si avoir ma tronche sur les abribus dans le métro ou ailleurs à Bruxelles pendant quelques semaines, ça a pu permettre à une personne de se conscientiser, c'est gagné. C'est à ça que ça sert. Il ne faut pas croire qu'on va embarquer des millions de gens avec nous. Donc c'est la lutte contre le cancer de la prostate et inviter les gens à se faire dépister. Oui, alors ici, ce n'est pas le cancer de la prostate, c'est le cancer du sein. Ok. C'est BIG, c'est une association qui vise à créer un réseau de scientifiques à travers le monde, qui a été créé à Bruxelles par une chef de service de scénologie et qui aujourd'hui est le premier réseau d'échange d'informations. Et grâce aux échanges d'informations, on a pu... oui, ça par contre c'est l'autre truc, c'est un autre genre tout de suite. Grâce aux échanges d'informations, on peut progresser et arriver à des résultats extraordinaires. Ici, ben, on a repris un logo avec un petit doigt levé, comme ça, un doigt levé, un majeur. J'ai eu une chance folle, j'ai rencontré un type par les réseaux sociaux, un Liégeois, et on est devenus amis, vraiment, on est devenus proches, et pendant les dernières années de sa vie. Et lui, il a joué le rôle de sa vie. C'était incroyable. Il a créé une communauté autour de lui. C'est assez fascinant parce qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres et aucune chance de se rencontrer dans la vie. C'était lui le point commun. C'était lui le point commun. Okay. On l'a accompagné jusqu'à sa crémation. Et on lui a détecté un cancer de la prostate à 46 ans. Et il y en a beaucoup déconné autour. Moi, je suis très cynique et plutôt que de pleurer, je préfère rire et je peux être infâme parfois avec lui. C'était extraordinaire. On est allé très très loin et c'était une espèce de rire comme une partie de squash. Hein. C'était renvoyer la balle et c'était à celui qui serait le plus terrible. Mais malgré ça, il y avait un truc. On a monté un spectacle à 3 avec Freddy Tougo, David Guereuse, hein, son vrai nom. Donc notre camarade François qui est décédé et moi. Et on a monté un spectacle que j'avais intitulé « En attendant que tu meurs », mais tu meurs en un mot. Et l'idée à travers ce spectacle, c'était d'abord de lui permettre de jouer, parce qu'il avait écrit un demi-spectacle par rapport à ça. Donc David a fait un morceau du sien, lui a fait le sien, et moi j'ai fait son oraison funèbre. Faire son oraison funèbre sur scène avec sa mère assise au premier rang, c'est un moment énorme comme truc. Et parce qu'on est resté dans le rire. Et suite à ça, enfin en conséquence, on a créé une SBL qui s'appelle Fuck Cancer, qui est maintenant lancée. L'idée, c'est d'interpeller le politique. En fait, c'est assez incroyable. Il existe un itinéraire de soins pour le cancer de la prostate, mais qui n'est pas implémenté en Belgique. Il existe au niveau européen, okay. Et en Belgique, personne n'a jamais bougé. Or, le cancer de la prostate, c'est tard dans la vie, c'est 1 homme sur 2. Alors, on n'en meurt pas toujours. Plus tard, il se déclenche, moins c'est mortel. Mais à 50 ans, il faudrait que les mecs prennent conscience qu'ils peuvent aller se faire tripoter la prostate. Alors, souvent, les gens disent « Oh, non, pas question, c'est culturel ». Ouais, mais comme disait François, si vous trouvez qu'un doigt c'est invasif, pensez à une chimio, vous comprendrez qu'un doigt c'est pas très invasif. C'est très bien dit, effectivement. Oui.
Et ça, c'est autre chose, par contre. Je suis très engagé aussi à la défense, à la mise en avant des produits wallons. Ok. Alors, c'est pas juste un concours de roi qui boit. Ça, c'était déterminé. C'est un concours interprovincial entre la province de Liège et la province du Hainaut, ça, qui avait lieu l'été dernier. Et je passe mon temps à goûter. Alors, je ne suis pas juste alcoolique, je suis alcoolique, mais avec des connaissances. On met des points, on écrit, on met des commentaires, etc. Et je trouve que nous avons... la Wallonie souffre de 1000 maux. Mais on a une qualité incroyable, c'est qu'on a une qualité de produit, d'artisanat, qu'il s'agisse de bière, de beurre, de jambon, ou ce qu'on veut. Il y a des trucs qui sont assez extraordinaires. Ah, ça c'est... C'est un beau ciel, ça, une belle lumière. C'est une belle lumière, c'est un beau ciel. C'est juste à côté de chez ma fille. Ma fille vit en Écosse. Ok. Et c'est un pays minier. Alors, ici, on sait ce que c'est que d'avoir une industrie qui a disparu et qui laisse des traces. Là, ils sont dans le comté de Fife et FIFE, juste au nord d'Édimbourg. Et j'ai jamais été le papa qui laisse traîner les krabouchas de ma fille sur le frigo, tu vois. Je ne me suis pas extasié devant son premier caca. Je considérais que chaque fois qu'elle ratait un truc à l'école, c'était pas grave, c'était les autres qui étaient des mauvais. J'ai peut-être été un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, je suis très, très, très fier de la femme qu'elle est devenue. Ah oui, ça donne des résultats, ça, alors. Hein. Elle a 34 ans. Ouais. Et elle s'est mariée en Écosse. Elle a étudié en Écosse. Elle a étudié la biologie animale à l'université, là-bas, et à Édimbourg. Et elle est restée là-bas et maintenant elle travaille pour le gouvernement écossais d'un côté et en même temps elle développe avec son mari un élevage de chèvres angora pour faire de la laine mohair. Je suis incollable sur le sujet, on peut en parler pendant des heures. Et elle a choisi un chemin, c'était couillu parce que d'abord on s'est fort disputé, donc j'ai un peu coupé les vivres pendant quelques temps et elle s'est démerdée, un peu orgueilleuse. Et puis... Et elle a choisi un chemin loin du mien et loin de celui de sa mère. Sa mère qui vit à Toulouse, donc aller se foutre en Écosse quand on a passé son enfance à Toulouse, c'est courageux aussi, hein, parce qu'au niveau climatique, le réchauffement, ils n'ont pas encore tout perçu là-bas. Et non, c'est... Voilà. Et j'essaye de la voir le plus souvent possible, mais la vie fait que, bref, voilà. C'est pas toujours facile. Alors ça, c'est famille. Hein. Moi, je ne suis pas hyper famille, mais... Il y a mon frère en haut à gauche, il y a ma fille en bas à gauche et ma compagne à droite. Et c'est mon premier cercle, c'est mon premier cercle. J'ai une vie un peu comme un oignon. On a tous des couches comme ça. Et eux me connaissent vraiment. Et c'est assez drôle parce que aussi bien ma fille, mon frère, ma compagne, on n'a absolument rien à foutre de que je sois connu ou pas connu. Et c'est vraiment important pour moi. Ils ne sont pas du tout groupies. Pour que ma femme accepte de venir à un spectacle, je dois vraiment gratter. Et je lui dis un jour, mais Laetitia Hallyday, elle allait à tous les spectacles de Johnny. Et elle me dit, mais tu n'es pas Johnny. Ok, ça va, c'est bon. Quand vous parlez de cet oignon avec toutes ces couches, les couches communiquent entre elles ou vous avez des cercles d'amis qui ne se croisent pas? J'adore mélanger les gens. Vous les mélangez? J'adore, c'est un truc... j'adore organiser des fêtes et surtout les faire un peu... j'aime beaucoup les fêtes déguisées, un peu cons. D'accord. Ça, j'adore, vraiment. Donc vous n'êtes pas un chat qui a cette vie différente, une seule vie et tout le monde est dans la même vie. Tout le monde connaît à peu près tout le monde. Il y a bien un ou deux trucs secrets, mais ça, je ne peux pas le dire. C'est la définition des secrets, effectivement. Et ici? Alors, le grand derrière, Lionel Rigolet, le petit devant, Giovanni Bruno. Et ça, c'est ma vie professionnelle. C'est-à-dire... c'est des voyages, beaucoup. En bas, c'est une croisière, c'est à Malte. Au-dessus, c'est à Zanzibar. Mm-hmm. Et Zanzibar, j'ai été voir la maison natale de Freddie Mercury. Alors, à mon âge, on est fan de Queen, c'est normal. Hein, c'est un truc...
Ouais, je peux comprendre. Les vieux sont fans de cuisine. C'est ce que je suis allé voir pour mes 20 ans. Et en bas, c'est vachement professionnel. Alors là, on fait les cons parce qu'on est à terre. Mais j'aime beaucoup voyager et travailler en même temps. Et là, on faisait une croisière gastronomique autour de la Méditerranée. Et j'aime beaucoup les deux cuisiniers qui m'entourent, qui sont des amis dans les deux cas. Et avec Lionel et Laurence, les Rigolets, on travaille sur le livre qui va commémorer les 100 ans du Comme chez soi, qui est l'établissement au monde qui est étoilé depuis le plus longtemps en dehors de France. Ah, je sais pas. Ils ont une étoile au Michelin depuis, pour les 100 ans, s'ils la gardent, ce sera 65 ou 66 ans, ce qui est un truc, espèce de record absolu. Et donc, ça fait partie de mes cercles. D'accord, très bien. Alors ça, c'est drôle ça, parce que effectivement, je fais à manger chez moi de temps en temps pour une société. Je fais pas de table d'hôte, hors de question que je fasse ça. Et je l'ai mise parce que c'est une table mise à l'ancienne, tu vois, avec des couverts posés à l'ancienne. Bon là, en plus, c'était pour Noël, on a fait un peu les oeuvres, on leur a mis des cougnols ou des cougnous, hein, ça dépend sur les régions. Ou j'ai appris plein de noms autour de ce truc-là, et des petits enfants de Jésus en sucre. Mais c'était l'idée d'avoir ça fait partie de mes racines quand je cuisine. Voilà, c'est pas que j'adore cuisiner en fait. Et j'ai appris ça sur le tard. Non, j'ai appris ça à l'école hôtelière, mais moi j'ai jamais cuisiné quand j'étais à l'école hôtelière. Enfin, pendant mes années, mais ensuite j'ai fait toute ma carrière en salle. Et je me suis rendu compte que probablement c'était parce que je voulais pas me confronter à mon père, qui lui cuisinait, ou à mon frère qui cuisine. Et en même temps, j'ai découvert un petit plaisir coupable. J'aime bien. Ça me fait assez plaisir. Et bon, là, c'est un peu loufoque parce que c'est de la truffe d'hiver, mais je peux aussi faire des spaghettis avec beaucoup de plaisir. Donc, Ok. Alors ça, c'est deux choses à la fois. C'est l'été dans mon jardin, à la maison. Oui. Et je joue des spectacles dans mon jardin. Ah oui, ok. J'ai gardé, comme les enfants font, faire pour la famille, tu vois, ou jouer avec un micro fait en rouleau de papier toilette pour croire qu'on est Claude François. J'ai passé le stade, donc maintenant je fais à bouffer en plus. Et donc les gens viennent, C'est les voisins ou bien c'est... Ah non, pas du tout, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Il faut suivre sur mon Facebook professionnel et on lance des dates. C'est déclaré, c'est même pas en blague, on peut y aller tranquillement. Et donc les gens viennent, ils ont une entrée, un plat et le spectacle. Et boissons à volonté, comme ça ils oublient, ils sont contents pour le spectacle. Et donc à chaque fois, j'essaye d'être cohérent jusqu'au bout, donc je travaille avec des viandes locales, des légumes de saison, donc l'aubergine en été, ça me paraît logique. Et donc on fait tout on appelle ça maintenant une plancha, donc je sais plus, enfin bref, c'est un truc qui est fabriqué en Belgique, celui-là, dans la région de Mons. D'accord. C'est un Ophir, mais version belge. Et donc on cuisine tout là-dessus. Et je dis on parce qu'on est 3 à travailler. Et je fais tout, hein, donc les gens arrivent, c'est top, ça. ils bouffent sur leurs genoux. Ouais. Et c'est super rigolo, donc je mets 40 j'imagine. personnes dans le jardin. Et moi, ça me permet de tester des trucs, de jouer d'autres formules, etc. Donc quand j'ai commencé Ça va saigner, j'ai testé pendant 3 jours 3 formules différentes. C'était les premiers spectateurs. Et c'était les cochons d'Inde. Et ils ont survécu. Alors j'ai très peu de photos de parlant passé, de mon passé, oui c'est ça. Donc j'ai été plus mince à une époque. Et ça c'était il y a 20 kilos. Et c'était dans le restaurant, quand j'avais mon resto qui s'appelait Le Pain et le Vin. Et parce qu'on avait dans les thèmes qui avaient été suggérés par les jeunesses. Et donc voilà, c'était il y a longtemps. C'était une période extraordinaire de ma vie. Mais j'ai vécu que des périodes extraordinaires, donc ça va. Et là j'ai eu un resto de 92 à 2000, que moi j'ai quitté en 2000, qui a existé plus longtemps, et qui a été étoilé au Michelin en 2000. Et c'était un moment extraordinaire. Qu'est-ce que cette période vous a appris? Que je suis allé pas au bout, parce que voilà, le bout ce sera le dernier jour, mais que dans un restaurant,
il n'y a qu'une seule loi, mais c'est la même dans les spectacles, c'est qu'on doit... En fait, c'est un spectacle. Le restaurant, c'est un théâtre. En salle. Moi, j'ai toujours travaillé en salle, et on est des acteurs, parce que le client, il s'en fout de savoir que votre chien a des ganglions ou que votre femme est partie. Et on ne ferme pas son restaurant parce que sa femme est partie ou que le chien a des ganglions. On se doit au client, on se doit au spectateur. D'accord. Alors ça c'est ma première couve. C'était un magazine professionnel édité par le syndicat des vignerons récoltants en Alsace. Date de 92, hein, donc quand même. Et c'était rigolo parce que je suis tombé dessus en cherchant et je voyais Coca-Cola et Riesling et j'ai relu l'article et je dis quand même, ah bah, j'ai pas tellement changé de position. Alors il faudrait quand même évoluer un peu. Et c'était rigolo parce que c'est... Et qu'est-ce qu'il disait en gros cet article? Mais que la standardisation du vin est un vrai problème et qu'aujourd'hui on est en plein dedans encore. Donc quand même quelques mois plus tard, on est toujours dans la standardisation du vin. C'est-à-dire qu'il faut considérer que 90 à 95% des vins sont produits pour ne pas être mémorisés. C'est juste une boisson. Mais le problème, c'est que le vin, c'est pas une boisson comme une autre. C'est un produit à la fois historique, c'est mieux, philosophique, c'est un lapsus, historique, philosophique, ça se vend pas comme des chaussettes, ça ne se consomme pas comme un produit de consommation habituel, et le cépage Riesling notamment n'est pas du Coca-Cola, on ne peut pas le standardiser. Or le Coca-Cola c'est standardisé, et tant mieux pour ceux qui boivent ça, mais ce n'est pas les mêmes produits du tout, et l'approche n'est pas la même. Et malheureusement, je n'ai aucun impact sur la production mondiale, puisqu'on fait des trucs de plus en plus standardisés. J'ai besoin d'avoir l'avis du spécialiste. Vin plus réchauffement climatique, ça donne quoi? Parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui. Ça donne... les réponses sont énormes. La première, au premier chef au niveau local, ça donne des vignobles chez nous, oui, avec des productions de plus en plus climatiquement acceptables et techniquement acceptables et gustativement intéressantes. Ça, c'est important. Ça donne toute la beauté de l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Et les grands vignobles, ils ne pourront pas déménager. Bordeaux, ça ne peut pas changer de place. La Bourgogne ne peut pas changer de place. Enfin, ils sont coincés. Donc, ils doivent s'adapter. Et ça, c'est extraordinaire. Le travail de recherche qui est mené, je crois que la science peut tout. Et moi, je suis encore de cette génération où la science n'est pas un dogme, mais une réalité, et on peut se faire vacciner sans être sûr de devenir phosphorescent, etc., etc. Et je trouve que la science vaincra les ténèbres, comme on dit dans une université bien connue. Et ça, c'est fantastique. Au niveau du vin, voir ce qui se passe, voir la recherche des cépages anciens, la création de nouvelles variétés, qui ne sont pas génétiquement modifiés, mais qui sont des croisements, etc., ça permet de faire des choses assez intéressantes. Le goût du vin change. Okay. Le goût du vin change. Donc ça veut dire que nous devons nous adapter aussi. Et l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Et nos terres seront des terres vinicoles? Nos terres conviennent. Ah oui. La Wallonie convient bien, la Flandre aussi d'ailleurs, mais la Wallonie a une chance, c'est qu'on a des terres pauvres. Et qu'il faut des terres pauvres pour faire du vin. On dit toujours que là où pousse la vigne et l'olivier ne pousse rien d'autre. Alors l'olivier, on n'y est pas encore. Ouais. Hein, mais le jour où on poussera des oliviers, les problèmes communautaires seront résolus. L'eau sera montée et la Flandre sera un archipel. Donc, c'est radical. Non, mais on sera mort d'ici là. Donc, Alors ça, c'est ma grand-mère. Et qui est morte il y a trop longtemps, mais qui surtout est... c'est assez étonnant parce que ma grand-mère était... bon, nous, on la voit, mon frère et moi, comme une grand-mère. Ma mère la voyait moins cool quand même, elle l'a un peu plus subi. Mais ma grand-mère avait
avait anticipé beaucoup de choses par rapport à ma vie. Et elle était persuadée que j'écrirais des livres. J'en ai quand même publié quelques-uns. J'aimerais bien faire un roman. J'aimerais bien arriver à écrire tout un roman. Mais j'ai publié 17 bouquins autour de la bouffe et du vin déjà. Mais j'aimerais bien avoir la capacité d'écrire jusqu'au bout, aller au-delà de la nouvelle de 3 pages ou de 5 pages. Ça viendra. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour le faire? Du temps ou autre chose? Ouais, du temps, mais c'est du temps que je ne m'accorde pas. Je pourrais le trouver. Voilà. C'est le courage. Le courage? Le courage. Et le courage de risquer de se planter. Ah oui. Ouais, c'est pas gai, quoi. Oui, c'est pas grave non plus. C'est vrai aussi. Ah, ça, c'est Maria, mon assistante. Maria, mais Tempête aussi, hein, parce que c'est la personne avec qui je m'engueule le plus. Mais ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble. Et plein de gens nous prennent pour un vieux couple, ce qui n'est pas le cas. Et c'est mon assistante qui sourit parfois, qui peut aussi bien faire la gueule. Qui sourit parfois. Non, mais qui peut faire la gueule aussi et qui ne me passe à rien. Allez, oui. Ouais. C'est ma première... c'est mon premier écueil. Parfois, elle peut me plomber comme il faut. Et quand j'ai une idée, souvent, il y a une espèce de banc d'essai. Tu vois, si ça passe le cap de Maria, ça marchera. Okay. Mais il faut d'abord que ça passe le cap de Maria. Et puis en même temps, elle est vraiment... c'est quelqu'un d'une probité incroyable, d'une honnêteté rare. Pour qui un sou, c'est un sou. Donc je dis toujours que c'est la moitié de mon cerveau. C'est pas vraiment mon binôme, parce que elle s'attache à ne pas être mon binôme. Et c'est très intéressant, parce qu'on on pense plein de choses de la même manière, mais elle aime bien jouer à me faire croire qu'elle ne pense pas de la même manière que moi. D'accord. C'est un peu tordu, mais elle est grecque. Ceci explique peut-être cela. Et être entouré de gens qui sont sans concession, c'est quand même top, non? Ouais, c'est super parce que important. La flagornerie... Oui, non, elle, c'est vraiment l'excès inverse. Donc c'est intéressant parce que comme ça, j'ai l'occasion de jamais croire qu'il y a quelque chose de réussi et donc toujours être sous tension, c'est bien. Loin, quoi. Alors ça, c'est une photo super importante à 3 niveaux. La première, c'est que je pense que je dois être le seul mec arrivé sur scène au Cirque Royal en slip. Et je me suis habillé sur scène. Donc ça, c'est pas courant. Et j'ai fait le Cirque Royal avec Ni Dieu ni Maître en 21. Et je voudrais bien refaire le Cirque Royal, peut-être avec la bière en 25, parce que c'est un problème d'ego et que je veux faire chanter des gens. Et dans le spectacle sur la bière, je fais chanter les gens. Et faire chanter les gens au Cirque Royal alors qu'on n'est pas chanteur, c'est quand même un bonheur. Donc voilà, ça me tourne dans la tête. Challenge. Maria a dit non. Pour donc 24. Vous avez vraiment envie de le faire. Alors. Je voulais le faire en 24, elle a dit non. Donc je négocie pour 25. Le deuxième truc important, derrière moi se trouve Olivier, qui est un de mes amis très très proches et qui est avec moi quand je bosse, quand je fais à bouffer, qui est avec moi dans plein de trucs, qui est vraiment un mec important dans mon quotidien. Et Stéphane de Coster, qui est le photographe de cette soirée, mais qui est aussi dans pas mal de mauvais coups depuis quelques années à mes côtés. Donc ils sont tous dans l'oignon. Ils sont tous dans l'oignon, ouais. Mais ça, c'est dans le jardin encore. Ah oui? C'est la scène. Ben voilà, par exemple, avec Olivier que vous avez vu, les petites bougies votives, on est allé chercher du gazon synthétique parce que voilà, et il a trouvé ça très rigolo de prendre les nains. Alors, les nains de jardin, c'est ma fille qui me les envoie et il y a une anecdote. Le panda qui est tout au bout, un jour je reçois une boîte qui vient d'Écosse, il n'y a pas un mot dedans, il n'y a rien, il y a un panda. Et je me dis, ma fille est enceinte et elle ne sait pas comment me le dire parce qu'il a une tronche de bébé ce panda. Donc, j'appelle en disant, t'as un truc à me dire? Elle me dit non. J'ai dit, t'as rien à me dire? Bah non. Et le panda que j'ai reçu, elle dit, bah c'est un panda.
Bon, et il n'y a pas de message? Si, c'est pour mettre dans ton jardin, avec ton nain de jardin, pour qu'il ne soit pas tout seul. Je dis, Un peu déçu. pas que je veuille qu'elle ait un enfant, parce que si elle a un enfant, elle me fait grand-père et d'un coup je vais vieillir. Mais j'aimerais bien apprendre à cet enfant à sauter dans les flaques, à mettre ses doigts dans son nez, enfin à être vraiment horrible pour ses parents, quoi. Il n'y a pas de raison que moi j'en ai chié avec elle et qu'elle s'en tire tranquillement avec Ah oui, un c'est enfant. une vengeance par procuration. Totalement, ça. Ah oui, on totalement, sent ça. Hein. ça c'est sûr. Ouais. On va Ouais. parler de vin, justement, Voilà. oui. On reste dans le vin, ça c'est le Clos Vougeot. Le vin, c'est un chemin, hein, c'est aussi un chemin symbolique là-dedans. C'est quand même. C'est assez marrant parce que je bois très peu. Je fais super gaffe à ça, j'ai une trouille bleue de ça. Il y a des gens qui croient m'avoir vu sous, mais non, je suis comme ça à l'état naturel. C'est pire. La dernière fois que j'étais bourré, j'avais 19 ans. Et depuis lors, je fais gaffe, mais le vin m'a apporté tellement de choses. J'ai voyagé, j'ai fait je sais pas combien de fois le tour du monde, j'ai rencontré des gens incroyables. C'est vraiment c'est une ligne que j'ai choisie par hasard, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on fait jamais le tour de la question. Avec le vin, personne ne peut dire qu'il s'y connaît. Moi, les gens, quand j'ai une assistante affolée au téléphone qui me dit écoutez, mon patron s'y connaît vraiment en vin, je sais que je vais m'amuser si je travaille pour eux parce que j'ai affaire à un connard Ah oui, qui ça fait doit vous peur faire à sa rigoler, secrétaire ça, oui. et qui prétend s'y connaître. Oui, ce snobisme de la connaissance des vins, vous devez rencontrer ça tout le temps, non? Malheureusement, beaucoup trop, ouais. J'imagine. Mais pas, en fait, pas tant que ça, parce que j'ai mon style et c'est assez rebutant pour pas mal de gens. Donc, Vous les calmez directement. Eux me détestent avant de commencer, donc Ah oui. sans me connaître. Et ceux qui aiment le style aussi, donc voilà. Et puis le vin, c'est assez marrant parce que j'arrive à un âge où on commence à envisager peut-être de rentrer les Gaules et de se dire ok, bon, maintenant je vais arriver à ma pension là dans une dizaine d'années. Et en fait, j'ai un projet. Là, j'ai rencontré les hasards de la vie, une femme extraordinaire, vraiment extraordinaire, avec une famille tout aussi extraordinaire, et on monte un vignoble. De l'autre côté de la Wallonie, donc on n'est pas du tout de ce côté-ci, on est dans la botte du Hainaut, donc dans le sud du Hainaut, dans la région de Chimay. Et on monte un vignoble, on plante fin avril de cette année. Et j'espère vivre assez longtemps pour goûter vraiment la quintessence, c'est-à-dire 15 à 20 ans. 15 à 20 ans pour arriver à une espèce de vitesse de croisière, mais c'est un projet très ambitieux parce qu'on part sur 30 hectares de vignes, ce qui est beaucoup, eu égard à ce qui se fait en Belgique aujourd'hui, 10 hectares étant plutôt la moyenne. À 30 hectares, on sera le plus gros producteur en vin tranquille. On ne va pas faire de bulles parce que tout le monde fait des bulles. Et on va faire des vins à base de cépages qui sont des multirésistants, qui demandent beaucoup moins de traitement pour résister. Et essentiellement du blanc, parce qu'on est quand même encore dans un climat septentrional. Et c'est grâce à la première partie de ma vie que je peux vivre la deuxième partie de ma vie. Ça, je vois votre sourire qui annonce les récoltes dans 15 ou 20 ans. J'en rêve. C'est un truc, ouais. Bah justement, voilà, mon frère et du vin, j'ai eu l'occasion, mon associé, donc qui est quand même la majorité de la boîte, hein, moi j'ai juste une croûte, une petite croûte, a un domaine dans le Luberon, qui s'appelle les David, à Viens. Et j'ai eu l'occasion d'assembler au printemps dernier une cuvée Éric Boschmann. Je trouve je voulais pas qu'il s'appelle Éric Boschmann, moi j'ai quand même des limites dans mon ego. Et il s'appelle la cuvée du Saltimbanque. Mais on a écrit cuvée du Saltimbanque en tout petit, Éric Boschmann en très grand. Ce qui fait que certains distributeurs n'ont pas voulu la vendre parce que c'était trop marqué Éric Boschmann. Mais c'est surtout un vin dont je suis très fier. On l'a monté à 3 avec les deux œnologues du domaine.
Et on a fait un truc... c'est la 3e fois dans ma vie que j'assemble, ce qui n'est pas un truc évident. La première fois, j'ai fait ce qu'on m'a dit. La 2e fois, j'ai fait une démonstration pour montrer ce que je savais faire. Et la 3e fois, ben, j'ai fait un truc qui correspond à ce que j'espère d'un vin aujourd'hui, c'est-à-dire spontané, direct, sur le fruit, mais avec une petite capacité à vieillir quand même. Et il n'existe qu'en Magnum, parce qu'une bouteille, c'est jamais assez. Ah oui, tout à fait. Et du Porto pour terminer? Ouais, alors le Porto, je travaille je suis le portofesseur. C'est un mot qui a été inventé par des gens qui ne parlent pas français. Moi, quand on dit portofesseur, je me suis dit, ça va finir à la Depardieu, on va dire que j'ai attaché des jeunes filles et tout et tout. J'ai rien contre aussi, hein, c'est un truc, mais il faut qu'elles soient volontaires et qu'elles soient majeures. Et j'aime les vieux vins. Je trouve que les grands vins deviennent grands quand ils vieillissent. Le Porto, c'est... Et puis le Porto, dans mon spectacle sur le vin, c'est Nénène, c'est le Porto qu'on boit à Noël quand on va chez sa Nénène. Donc c'est un sujet de rigolade immense. Mais en même temps, c'est un produit qui est totalement hors norme, par rapport auquel nous sommes totalement acculturés. Et j'ai ce petit plaisir un peu vicieux d'aimer gratter les trucs qu'on oublie un peu. Je suis passionné d'histoire, de géographie, enfin des sujets qu'on n'apprend plus aujourd'hui. Et les vieux vins font partie de l'histoire. Et on a le goût, on a un goût. Alors quand vous avez un truc comme ça, 72, on ne millésime que les grandes années en Porto. 72, qui est une année de merde à Bordeaux, est une immense année en Porto. Et on est dans du vivant. Oui. Et c'est ça le côté exceptionnel du vin, je pense. Du vin, on va passer avec un extrait du spectacle pour terminer l'émission. On va passer à la bière. De quoi est faite la bière? On regarde ça directement. Dans la bière. Du houblon, de l'eau, de la levure, de l'orge maltée, du malt, ça fait 4, du sucre, des trucs qui donnent du goût, des épices, tu veux dire. Français, langue difficile, hein, oui, je sais. Pas évident, hein, quand on a appris à parler avec le manuel d'entretien d'une mobilette, une puche 125, ça fait 6. Mais si vous regardez la contre-étiquette d'une Jupiler, par exemple, vous verrez qu'il y a un ingrédient dont personne ne parle, qui est le maïs. Et dans les bières industrielles, on met du maïs pour remplacer les céréales. On peut s'appeler bière quand on a au minimum 34% d'orge, enfin de malt. Et puis le reste des céréales peuvent être n'importe quoi. Et début de l'année, le groupe américano-brésilien qui paye ses impôts dans les îles, on ne sait pas lesquelles d'ailleurs, en tout cas c'est pas les îles de Binge, qui payent leurs impôts là-bas, nous a annoncé qu'il y avait une augmentation des bières parce qu'il y avait une récolte difficile d'orge en Belgique. Vous vous souvenez de ça? Ils n'utilisent pas d'orge belge parce que tout l'orge brassicole en Belgique ne suffirait pas à faire une fois de la Jupiler. Donc l'orge vient d'ailleurs. Beaucoup d'Ukraine, c'est chouette parce qu'ils ont de l'orge bio en Ukraine. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française. Il est parti avec tout. Il a tout emmené, il fait de l'orge bio en Ukraine. Tu prends de l'orge bio en Ukraine, la nuit, ça... Tu vois les sacs qui se déplacent tout seuls. Mais bon, c'est de l'orge bio et du maïs. Et le maïs, en fait, coûte beaucoup moins cher que l'orge. Mais les hommes savent pourquoi. S'ils savaient comment, ils n'en boiraient plus. Éric Boschmann, on arrive à la fin de cette émission. Déjà? Oui, déjà, le temps passe. Il n'y a pas moyen de rajouter j'ai encore un ou deux albums à faire. On fera un troisième, on se donne rendez-vous dans... Chiche. Chiche, ah ben je suis à tenir les paris. Hein. On fera ça alors. Mais en attendant, le 22 mars, vous serez à Welkenraad, ça va saigner, on l'a dit. Au centre culturel. J'ai été vraiment ravi de vous accueillir une deuxième fois. Et mais vous savez quoi? Moi aussi, vraiment. Plaisir partagé. Sur la route, je me suis dit, wow, c'est bien, j'ai bien aimé cette émission la première fois, et j'aime bien la deuxième fois. Bon, on en fera une troisième alors. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, on close cette émission. Nous, on se retrouve lundi prochain, 20h30, pour un nouvel album. Et puis, je vous rappelle chaque fois que tous les albums sont sur vedia.be.
peut-être pas tous, parce que je crois qu'on est au 960e ou 970e, donc ça fait beaucoup. Mais il y en a quand même quelques dizaines à voir. Je veux revenir pour le 1000e. Et ben voilà, c'est noté. Et on se retrouve donc lundi prochain. À très bientôt. Merci.